Bonjour, je vous remercie d'être venu au lancement du premier festival de promenade scientifique. Ce festival est soutenu par la ville de Paris, la mairie du 5e, l'association Curie et Joliot-Curie, et bien entendu l'Institut Henri Poincaré. Et je remercie sa directrice qui est ici présente, Sylvie Benzoni. Je dois par ailleurs vous prier d'excuser Marie-Christine Lemardelet, adjointe à la maire de Paris, chargée de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante, et aussi les présidents des associations partenaires, l'Association française d'astronomie, AFAC Sciences et Comité Quartier Latin, de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Mais je sais que pour Comité Quartier Latin, Daniel Lévy voudrait dire deux mots. Merci. Oui, bonjour. Moi, je fais partie de l'association du Comité Quartier Latin, qui est une association loi de 1901, donc de bénévoles. Son objectif, c'est de promouvoir l'image du quartier latin en France et dans le monde. Et au départ, c'était surtout axé sur les commerces culturels, donc les librairies, etc. Et maintenant, donc ça touche tous les commerces culturels. Et nous élargissons vers les sciences. Donc nous sommes aussi partenaires de plusieurs, toutes les écoles du quartier latin, la mairie du 5e, la mairie du 6e, la mairie de Paris. Nous faisons aussi des conférences 2 ou 3 fois par an sur divers sujets. Là, je voyais Marais. On a fait entre autres une conférence sur Marais, mais différents sujets qui touchent au quartier latin. Donc nous sommes ravis d'être partenaires des parcours des sciences. Et donc de plus en plus, nous allons aussi nous diriger vers les sciences. Nous vendons des livres ici qui sont en relation avec la conférence d'Axel Kahn. Et nous avons aussi des bulletins d'adhésion au Comité Quartier Latin pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Cet été, nombre d'entre vous vont découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux paysages. Ils vont peut-être même s'inscrire à des promenades historiques, à des balades gourmandes, où ils découvriront effectivement des coteaux plantés de vignes, le travail des vignerons et leur production. Eh bien, la recherche scientifique a aussi ces paysages, des paysages qui sont en général peu connus. En général, on les évite, on tourne autour. Le métro de Paris fait ça, par exemple, pour le 5e arrondissement. Il a ces hauts lieux qui sont les amphithéâtres, les laboratoires, les grandes grilles qui entourent certains établissements. Et ces bâtiments ont des architectes, ont des mécènes fondateurs, des artistes, sculpteurs, mosaïstes et autres qui honorent la science et la mémoire des grands noms de la communauté scientifique qui s'y est développée. Le premier festival de promenade scientifique va offrir au public de découvrir ce quartier et son histoire avec Parcours des sciences, mais aussi de se pencher sur un Paris méconnu au prisme de l'astronomie. Ça sera avec l'Association française d'astronomie et au prisme des mathématiques avec l'association AFAC Sciences. Pour cette approche culturelle de la ville, cette approche et de la science, cette approche, je dirais, avec les pieds, il nous fallait un parrain, et quel meilleur parrain qu'Axel Kahn, chercheur mais aussi randonneur, pour qui la marche n'est pas une activité mais une manière d'être, dit-il. Il n'est pas surprenant que dans ses ouvrages, et en particulier dans Chemin, il fasse un parallèle entre la démarche du chercheur et celle du randonneur, qui sont
confronté à des moments cruciaux, dit-il, qui sont ceux de la décision à prendre face à un chemin, à une sente quasi oubliée, un chemin incertain ou, dit-il, une recherche ardue. Donc, maintenant, je laisse la parole à Axel Kahn. Bienvenue. L'autre, voilà, c'est bon, j'aurais à peine eu la peine, mais il faut que je l'éloigne même. Merci beaucoup de cette invitation. Vous avez remarqué que j'avais guère hésité à vous répondre positivement, puisque j'avais un créneau, c'est que parler de la marche de la science au quartier latin ne pouvait que me motiver. Je dirais même plus que cette conférence introductive, elle était faite pour moi. Oh, peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu s'y coller, mais quand même, sans doute pas aussi bien que moi. Ah, le quartier latin, mais je ne suis pas le seul, et celui où j'ai travaillé, près duquel j'ai dirigé un laboratoire, près duquel j'ai été président d'une université. Ce lieu, ce site Curie, je le disais tout à l'heure, mais de différentes manières extrêmement proches. Des membres de ma famille y ont fait leurs études, y ont travaillé, y ont déroulé leur carrière en réalité. Et puis je vous redonnerai un exemple. J'ai marché plus que sans doute l'immense majorité d'entre vous au quartier latin en 2012, menant la campagne électorale législative contre François Fillon. Voilà. Ça fait partie aussi, bien évidemment, des sentiers du 5e arrondissement. Et pour vous dire que tout cela se fait dans l'amitié, une dame est venue me voir tout à l'heure qui est une excellente amie, une excellente collègue, qui est le professeur Dominique Stoppalioner, qui était la suppléante de François Fillon. Et donc qui était réellement mon adversaire. Il n'empêche que nous sommes les meilleurs amis du monde et que ça ne pose strictement aucun problème et que nous communions évidemment dans l'amour de la science, dans l'amitié et dans l'amour du 5e arrondissement. La marche, en effet, a un statut très particulier pour moi, puisque lorsque l'on me demande si c'est une activité qui compte, à l'occasion de laquelle je me ressource ou que sais-je, je ne puis répondre en ce sens, car je ne m'imagine pas vivre sans marcher. Peut-être un jour cela arrivera, mais je n'ose y penser. Et je préférerais que cela n'arrivât point. Je préférerais que le moment où je cesserai de marcher coïncide au moment où j'aurai marché jusqu'au terme de mon itinéraire terrestre. L'origine de cela vient sans doute de mon enfance. J'ai été élevé, je suis né en 1944, le 5 septembre 1944, c'est-à-dire que je vais bientôt avoir 75 ans, je ne suis plus un perdreau de l'année, mais je peux vous dire qu'à 75 ans, la vie est belle, on est en pleine forme. On a renoncé à rien, et c'est un des moments, j'ai connu plusieurs âges joyeux de ma vie, mais voilà, ma 75e année est également un moment joyeux de ma vie. Et ma mère était malade. Le petit village dans lequel je suis né, juste à la frontière entre le Berry et la Touraine, au sud de la Touraine, n'avait pratiquement pas connu les Allemands pendant l'occupation. Et donc, tout ce qu'on y produisait était gardé sur place. Tout le monde a engraissé pendant l'occupation, vu que rien ne se vendait ailleurs, le commerce était arrêté, donc on boulottait tout. Et très peu après ma naissance, mes parents sont rentrés à Paris avec les deux aînés, Jean-François, Olivier, qui est celui qui a fait ses études et qui a travaillé à l'École nationale supérieure de chemin de Paris. Et moi, on m'a mis à la garde d'une paysanne extrêmement pauvre, une nourrice sèche, elle avait déjà 40 ans, cette dame, qui m'a gardé durant les 5 premières années de ma vie, dont j'ai le souvenir, souvent les enfants l'ont, de ce type, comme d'une période idyllique qui est sans doute l'idée que je puis me faire d'un paradis terrestre. Je n'avais nul besoin d'autre personne que cette femme, maman nounou, qui me donnait tout l'amour dont j'avais besoin, je le lui rendais.
Notre séparation a été absolument tragique. Je revois encore très bien le moment où mes parents sont venus me chercher pour m'amener à Paris, que je ne connaissais pas naturellement. Ça a été horrible. C'est le premier chapitre de mon dernier livre, Chemin, qui est une autobiographie d'un homme qui marche. Je n'ai pas dit un homme en marche, hein. Ne confondons pas. D'un homme qui marche depuis tout temps. Et du fait de ce traumatisme qui ne s'est jamais totalement apaisé, vous imaginez bien que le petit Pecno, comme ça, transposé à Paris, était un petit garçon totalement impossible. Infernal, mais vraiment infernal. Je rentrais en loque, je faisais bêtise sur bêtise, je foutais le feu, je faisais sauter les plombs, je hurlais, c'était terrible. J'étais extrêmement hostile à mes parents. Et donc, pour me calmer un peu, ils m'ont mis au louveteau, puis au scout, et je n'ai jamais cessé. Et je n'ai jamais cessé de marcher. Toute ma vie, j'ai marché. J'ai calculé un peu à la louche, hein, parce qu'on ne peut pas le faire autrement. J'ai dû marcher une centaine de milliers de kilomètres en réalité. Et lorsque, ayant achevé mon mandat de président d'université et ayant perdu, mais avec les honneurs, j'ai gagné 10 points dans le 5e arrondissement, la législative contre François Fillon, eh bien j'ai continué à marcher ailleurs que dans le quartier latin et dans la 7e et dans la 2e circonscription de Paris, c'est-à-dire j'ai traversé 2 fois la France en diagonale, tout d'abord des Ardennes jusqu'au Pays Basque en 2013 et ensuite de la Pointe du Raz à Menton en 2014. Et depuis, je continue à marcher. Au départ, et c'est la raison pour laquelle j'ai débuté mes propos par ce rappel, au départ, vous voyez bien qu'il n'y avait pas une idéation très développée, dans la raison pour laquelle le petit garçon trottinait derrière sa nourrice lorsqu'elle se rendait à pied, elle n'avait pas d'autre moyen de se déplacer, pour assister à une noce ou que sais-je, à une invitation dans un village à côté du Petit Pressigny, qui est le village où je suis né et où j'ai grandi. Mais alors que cela se reproduisait, et outre le sentiment que je n'étais vraiment bien, vraiment serein, et quand j'étais petit que je n'arrivais à me calmer, que lorsque j'étais en pleine nature, en train de marcher, petit à petit, bien évidemment, j'ai fait des métiers intellectuels comme vous, petit à petit, j'en suis arrivé à mettre une signification derrière la marche. Et la marche, comme elle ne m'a jamais quitté, moi je ne l'ai jamais quittée, est une des manières à travers laquelle je puis dire la totalité de mon itinéraire de vie. Le livre Chemin pourrait s'appeler Chemin de terre, chemin de vie. Je vais tout d'abord aborder cet aspect. Que représente la marche en général? Que représente la marche pour moi? Si je devais résumer en une formule qui va sembler choquante et presque naïve, un peu trop dans l'ère du temps, du développement personnel, je dirais qu'en réalité, on marche toujours vers le bonheur, vers la quête du bonheur. Alors ça va choquer parce qu'on a le sentiment que toutes les personnes qui fuient la guerre, qui fuient la misère, qui se mettent en marche, avec des souffrances atroces. Mais justement pas. Vers quoi marchent ces personnes? Si ce n'est vers un bonheur idéalisé, vers la possibilité du bonheur. Ce qu'ils fuient, c'est le malheur insupportable, économique ou dictatorial ou le danger. Ils marchent vers le bonheur. Moi, je me suis rendu compte très tôt que je marchais pour essayer de retrouver le paradis terrestre de mon enfance. Et je peux vous dire que ma vie durant, et c'est la raison pour laquelle je suis un septagénaire bien mûr, extrêmement épanoui, la recette a fonctionné. J'ai retrouvé plusieurs fois des paradis terrestres de cet ordre, et j'ai vraiment, je crois, vécu heureux, pas simplement à cause de la marche, mais aussi à cause de la marche. Donc, on marche toujours un peu vers le bonheur.
Quel est le but de la marche? Tout d'abord, le but pratique, d'un point de vue pragmatique. Il est de se déplacer d'un endroit à un autre, et ce dont je vais parler ne peut se limiter uniquement à la flânerie, c'est-à-dire à l'agitation des pieds pour ne pas rester au même endroit. Le marcheur sait qu'il va d'un endroit à un autre. Cela étant dit, ce qui caractérise profondément la psychologie de tous les marcheurs, de tous les vagabonds cheminots, il y en a beaucoup depuis des millénaires, c'est que, quel que soit le but dans lequel il s'est mis en route, très rapidement, le but du chemin devient le chemin lui-même. Le but de la marche est la marche en elle-même. Il y apporte ce qu'il est. Il y apporte les gens qu'il aime. Il y apporte ses idées qu'il fait prospérer. Il vibre, et j'y reviendrai, en partenariat, en résonance avec un environnement qu'il cherche être le plus riche possible. La marche, et cela va m'aider à articuler mon propos, c'est le moyen, avant tout, je crois, de rechercher, de quérir la beauté, la liberté et la pensée. La pensée, la beauté et la liberté. Et quand je dis la beauté, la pensée et la liberté, je pourrais presque dire, presque de la même manière, et en l'amenant de façon similaire, que telles sont également les grandes caractéristiques de la quête d'un chercheur. Un chercheur qui s'engage a toujours un but. Cela étant dit, très rapidement, son itinéraire, c'est la recherche elle-même. Sans oublier qu'il a un but. S'il n'en a pas, c'est toujours un échec. Le chercheur a toujours une idée particulière des relations entre sa science et la beauté. C'est extrêmement ancien. Et les chercheurs qui n'ont pas cette idée de la relation entre la science et la beauté me semblent presque suspects quant à la qualité de leur détermination de chercheur. Mon frère Olivier, André se le rappelle bien, parvenant à un très grand résultat scientifique qui avait fait la une de la revue Science, qui était un concaténaire de molécules organométalliques avec des propriétés de bistabilité, ce sur quoi il travaillait, comparait cette sorte de collier, ce concaténaire, non pas à des anneaux olympiques, mais il le comparait à un collier qu'orfèvre il eût façonné avec amour pour le cou de la femme aimée. Et c'est également l'image, je me le rappelle très bien, qui a été reprise dans l'éditorial de Science qui présentait ce résultat scientifique. Il était totalement convaincu qu'il n'est pas possible, y compris dans la chimie, pourtant ça semble moins évident que dans l'astronomie, il était tout à fait convaincu qu'en effet, il y avait bien une quête de beauté. La liberté, elle est indispensable. S'il n'existe pas de liberté de penser, on sait très bien que la recherche a ses limites. Je me rappelle avoir fait une constatation dans ma discipline, qui est la biologie, avec les plus grands scientifiques en biologie, après qu'ils eussent surmonté l'épreuve terrible du lysenkisme dans l'ancien camp socialiste. Il y avait quelques très grands biologistes, des éminents confrères. Certains d'ailleurs étaient des transfuges des États-Unis d'Amérique. Je me rappelle notamment de Rapoport,
qui était un Allemand qui vivait en Allemagne de l'Est après avoir eu un prix tout à fait prestigieux aux États-Unis d'Amérique. Et en pleine période du macartisme, il avait annoncé qu'il allait en remettre le montant au peuple héroïque de Corée du Nord dans son combat contre l'impérialisme américain. Donc évidemment, il n'avait pas un avenir considérable aux États-Unis d'Amérique. Il s'est retrouvé en Allemagne de l'Est. Il a formé une école qui était de qualité, mais l'absence de liberté était une limite considérable. C'est-à-dire ces bons biologistes, ces bons scientifiques n'étaient pas des remarquables scientifiques. Ce n'étaient pas des gens qui font l'histoire, qui ouvrent des portes. Il y faut la liberté. Le marcheur cherche la beauté, la liberté, la pensée, ça va de soi. Alors, pour revenir à la marche, pour quelle raison, pour moi, la marche est-elle évidemment la circonstance la plus favorable à l'épanouissement d'une pensée riche? Je suis de ce point de vue-là, d'ailleurs, totalement en accord avec Nietzsche qui disait « il n'y a pas de pensée assise ». Je suis assez d'accord. Pour moi, la pensée assise est médiocre. Il n'y a qu'une pensée debout. Alors évidemment, je suis chercheur toute ma vie. Des fois, j'étais assis quand même. Il faut bien écrire, il faut bien tapoter sur le clavier. Il faut bien publier ce qu'on a trouvé. Mais je crois bien, pour ce qui me concerne, que c'est dans les intervalles de marche que beaucoup de mes idées les plus fécondes me sont venues. Je vous donnerai un exemple, juste à l'interface plaisante de la philosophie et de la science. Pour quelle raison cela? D'abord, il y a une raison extrêmement pragmatique. Alors, c'est moins vrai quand on fait de la science, où on est totalement obsédé par son domaine et où il est rare que l'on s'endorme sur sa pensée. Mais dans les autres domaines, si vous réfléchissez à la nature de l'être et au devenir du monde, dans votre fauteuil mollement installé, en règle générale, ou dans le train, au bout d'une demi-heure, vous dormez à point fermé. La seule possibilité d'avoir une pensée continue sans dormir, c'est encore de marcher. Si vous vous endormez, vous tombez par terre, ça vous réveille et vous recommencez à penser. Donc, prosaïquement, la seule possibilité de penser sans interruption, quand j'ai traversé la France, quand je fais des marches 30, 40, 45 km en une journée, je marche plus de 10 heures, de 11 heures, 12 heures. Eh bien, pendant pratiquement tout ce temps, je pense. Et c'est exceptionnel. Des conditions dans lesquelles, surtout la marche solitaire. Quelle est cette pensée et comment s'articule-t-elle chez le marcheur? J'ai trouvé la solution lors de ma diagonale, la première diagonale transnationale des Ardennes au Pays Basque en 2013, puisque je me suis mis en route dans les Ardennes. Le pays, je suis passé par Charleville-Mézières, le pays du poète aux semelles de vent, Rimbaud, qui a lancé, vous le savez, « Je est un autre ». Eh bien, passant par Charleville, dans la pensée de Rimbaud, j'ai dit voilà, je est un autre, et avec cet autre, j'ai rarement eu l'occasion de cheminer. J'ai rarement eu l'occasion de dialoguer. Là, je vais avoir la possibilité d'être avec lui, de deviser, de cheminer pendant des centaines d'heures. Inouï, extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est la forme la plus fréquente que prend la pensée. Si elle était un monologue, tous les monologues finissent par être ennuyeux. Il ne faut pas qu'elle se limite à cet aspect monotone-là. La pensée est un vrai dialogue, non schizophrène, mais néanmoins entre plusieurs états de l'être, entre moi et cet autre. Parfois, et lors de ma deuxième diagonale, je me suis amusé à personnaliser cet autre. Dans le deuxième livre que j'ai écrit
d'après mon voyage entre la Pointe du Raz et Menton, je suis également cavalier. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis également un grand cavalier et donc un homme en vue dans le milieu du cheval. Et comme c'était les États généraux, les Jeux équestres mondiaux, États généraux, les Jeux équestres mondiaux en Normandie en 2014, j'étais l'un des parrains et on m'avait donné une petite mascotte qui était un poulain en peluche. Comme je ne pouvais pas être dans toutes les cérémonies pour préparer cet événement mondial, les Jeux olympiques équestres en quelque sorte, j'avais promis d'attacher cette mascotte à mon sac et de la trimballer comme ça sur 2000 km. Et comme j'étais pas mal suivi par la presse, par les journalistes, d'en profiter pour faire la promotion des Jeux équestres mondiaux. Faire mon job, quoi. Et puis assez rapidement, alors que j'étais encore en Bretagne, je me rappelle très bien, dans la baie des Trépassés, il faisait un temps de chien d'ailleurs, je me suis arrêté sidéré à l'idée de l'inanité de ce que j'allais faire. Le petit poulain qui pendouillait derrière mon sac, c'était un petit mâle. Et moi, tout de même, la beauté que je préfère dans la vie, c'est la beauté du féminin. C'est incontestable. Je suis émerveillé par la féminité du monde. Et je me suis dit, je ne vais même pas me trimballer avec un petit mec pendant 2000 km. Et donc, immédiatement, j'ai décidé de le rebaptiser, et c'est devenu, dès le 2e jour de ma randonnée, Princesse Mascotte. Et j'ai écrit ce 2e livre comme un dialogue entre moi et ce jeu qui en est un autre. En réalité, ce jeu qui en est un autre a été personnalisé en Princesse Mascotte. Une part de moi, la part la plus féminine de moi, la plus poétique, la plus optimiste, la plus indestructible. Et je me suis amusé, il y a naturellement un procédé littéraire, mais qui correspond vraiment à la forme que prend la pensée du marcheur au long cours, à développer ce dialogue entre le vieux barbon marcheur dont des fois les articulations commençaient à protester et la jeune princesse Mascotte, belle, optimiste, poétique et toujours enthousiaste. Donc cette richesse de la pensée que crée le dialogue. Un autre élément très important pour que se structure la pensée, c'est le rythme. Le rythme, pour le chercheur, il vient des résultats expérimentaux qui tombent. Pour le musicien, souvent, le rythme artificiellement est apporté par un métronome dont on se sert et qui permet d'articuler la phrase musicale que l'on va écrire. Et bien de la même manière, pour le marcheur, la répétition obstinée d'un pas que l'on met devant l'autre avant que de recommencer, c'est le rythme du métronome. Et cela est incroyablement propice à l'épanouissement de la pensée. Autre élément, c'est que la pensée est fille enthousiaste et elle n'hésite guère à manifester son allant à condition d'être stimulée. Or, les perceptions du marcheur stimulent en permanence la pensée. En permanence. Et cela dans différentes circonstances. Lorsque le marcheur est dans un paysage remarquable, et il l'est très fréquemment, pour celui qui aime profondément ce qu'il sait voir, alors ces différentes stimulations, ces perceptions, vont engendrer une sensation, souvent une émotion, qui vont évoquer des images mentales, qui vont être de la sorte appelées dans le niveau de la conscience, en neurobiologie au niveau de la sphère du cortex préfrontal, et tout cela va développer une pensée alimentée, comme le combustible, quel qu'il soit, alimente la flamme.
les perceptions et les sensations du marcheur en permanence, alimentent la flamme de la pensée. Et puis parfois, on traverse un paysage monotone qu'on connaît par cœur. Ou alors, il n'a vraiment rien de remarquable. Puis on rappelle notamment qu'en 2013, j'ai fait 80 km dans des chemins sablonneux entre 180 et 185 mètres d'altitude, tout plat, dans les champs de maïs, dans le Gers, les Landes et le Béarn. Or, la beauté d'un épi de maïs, on en a fait à peu près le tour dans les 10 premières minutes. Si bien que quand l'affaire dure un peu plus de 2 jours, quasiment 3 jours, il faut que les choses se développent différemment. Alors là, voyez-vous, le rythme de la marche intervenant toujours, ce qui se passe est que l'esprit se met à fonctionner comme un générateur aléatoire d'images mentales emmagasinées. Elles se présentent en masse à l'esprit, un peu comme une nuée de papillons. On les observe. Par moments, l'un d'entre eux, idée papillon, semble chatoyant, attrayant. On se saisit du filet, on l'emprisonne, on le considère. Non, il est, somme toute, assez banal. On va le laisser aller. Et puis, on a trouvé la pièce rare. Et alors, on l'observe. Et alors, on s'émerveille. Et alors, à partir de là, se construit ce monde de l'esprit, en totale autonomie. Ce qui permet d'ailleurs, à la sortie des champs de maïs, de faire la différence entre les marcheurs, les pèlerins, parce que c'est également le chemin qui est commun au chemin de Compostelle. Il y a beaucoup de pèlerins dans ces endroits-là, entre ceux qui ont une vie intérieure riche, dont le visage est épanoui de bonheur, et ceux qui font la gueule, dont la vie est moins riche. La marche est belle, même quand ça n'est pas vraiment beau à l'extérieur. Et d'ailleurs, j'adore marcher à Paris aussi sur des itinéraires que je connais absolument par cœur. Je marche toujours à Paris, je prends pratiquement jamais de transports en commun. Je suis évidemment venu vous voir à pied, mais je vais à l'autre bout de Paris. J'habite tout à fait au sud de Paris. Je vais prendre le train à la gare du Nord. J'y vais toujours à pied. J'ai jamais de valise, j'ai un sac à dos. Je marche, et pourtant, comme je le fais plusieurs fois par semaine, je connais absolument par cœur. Mais je suis mieux que je ne serais si je ne marchais pas. Lorsque le marcheur est dans cet état-là, cela correspond, pour le marcheur au long cours, à un intervalle particulier. Le marcheur au long cours marche déjà depuis 1 millier de kilomètres. Il fait en moyenne, c'était mon cas, 30 km par jour. Ça peut aller jusqu'à 40 et plus, avec des dénivelés considérables. Si bien que quand il part, quand il se met en marche, des fois, surtout chez un septagénaire, ou presque septagénaire, il faut dérouiller la mécanique. Et les premiers kilomètres sont un peu grinçants. Alors, le corps se fait connaître. Il proteste. C'est un genou sensible, un craquement dans l'autre, un élancement dans la fesse, un échauffement au niveau du talon, les bretelles du sac qui font mal, la sous-ventrière du sac qui fait mal au niveau des hanches. Et donc là, la pensée n'est pas d'une richesse extraordinaire. Elle est en dialogue avec ce corps qui n'arrive pas à se taire, un bavard incorrigible au début. Et puis, au bout de 3-4 kilomètres, c'est extraordinaire, voyez-vous. Le marcheur est sur un tapis volant. La marche n'est pas un effort violent, quand ça n'est pas de la marche en montagne. C'est un exercice naturel, comme respirer, pratiquement. On n'a pas d'idée que l'on puisse être fatigué, épuisé. On a à ce moment-là l'impression que l'on peut aller au bout du monde, au bout du monde. Et c'est alors là que la pensée est la plus libre.
la plus riche, que vraiment elle peut s'épanouir totalement. Et puis, parfois, souvent d'ailleurs, on arrive au 32e, au 35e kilomètre. Là, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai. C'était un peu optimiste de penser que l'on pouvait aller jusqu'au bout du monde. Le corps, à nouveau, commence à faire parler de lui. En 2014, j'ai fait une étape terrible dans les Alpes de Haute-Provence. De 42,3 km, j'ai fait pire, mais 1833 mètres de montée et 2303 mètres de descente cumulés. 12 heures de marche. Les 10 derniers kilomètres, après chaque pas, le seul élément de ma pensée était de me demander si je pourrais faire un pas de plus. Et après que le pas de plus avait été accompli, eh bien, figurez-vous que la même pensée me revenait. Jusqu'à ce que, au bord de l'épuisement, de l'inquiétude, j'avais 1000 mètres de dénivelé dans des cailloutis sans chemin balisé à descendre dans ces Alpes de Haute-Provence, terribles au point de vue géologique. J'étais près de l'arrivée à Menton, je savais qu'une pierre pouvait rouler, je pouvais me casser la margoulette, tout cela pouvait s'arrêter. Eh bien, je suis à Digne, il y a encore des restaurants ouverts, je tente de prendre une douche. J'arrive à me traîner au restaurant. Et alors, à quoi pensais-je? Quelle belle journée ça a été. Quelle extraordinaire journée ça a été. Qu'est-ce que j'ai été bien. Mais ce sentiment bizarre, qui n'est pas masochiste, il est naturel, je l'ai eu également en 2013. Quand je suis parti en 2013, en mai 2013, rappelez-vous, c'est le printemps pourri du siècle. Pendant un mois, il a plu matin, midi et soir. C'était totalement abominable. Je suis parti un 8 mai, les 2 fois je suis parti un 8 mai. Il a commencé à pleuvoir à 11 h le 8 mai, il s'est arrêté de pleuvoir le 3 juin. Et entre le 8 mai et le 3 juin, il a plu matin, midi et soir. Je partais, il faisait 2 degrés. En route, il y avait des orages de grêle. J'arrivais trempé. Les pieds étaient dans une bassine. Ça faisait floc, floc. Aucune chaussure imperméable ne peut exister. Par moments, le ciel couleur de bronze simplement s'éclaircissait un peu. Et alors, je me rappelle, je m'arrêtais. Et la première idée était, mais ne suis-je pas masochiste? Qu'est-ce que je fais là? Et immédiatement, venait la réponse. Mais à quel endroit? À quel endroit? Du monde, de ma ville, de ma maison, pourrais-je être mieux que là où je suis? Comment, en réalité, pourrais-je être plus heureux que là où je suis? En réalité, je ne le pourrais pas. Puisqu'on est dans un parcours des sciences, le fait que je sois un scientifique, des fois confère à mes pensées et à la manière dont je rencontre un tour un peu particulier. Il y a cette curiosité, naturellement. Oh, ce n'est pas un scientifique qui s'émerveille de la beauté d'un lys orangé, d'un lys martagon, de la rivière qui cascade, de pierre en pierre, dans des étincelles d'argent. Non, c'est une femme, un homme comme les autres, naturellement, épris de la beauté, mais parfois le scientifique est là. Et dans les 3 livres où je parle de la marche, je voulais vous en donner quelques exemples, car c'est assez singulier, et ça montre comment la pensée est alimentée par la marche. Je suis en 2013 un peu en amont du Puy-en-Velay.
Je suis à Senneuil, où je vais faire une conférence bientôt, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, à nouveau, qui est pour moi le centre du monde, parce que c'est un endroit où mes 2 diagonales se sont croisées. Donc je considère que c'est quasiment le centre du monde. Ça n'est pas la gare de Perpignan pour moi, c'est le suc de Senneuil en Haute-Loire. En partant, il y a eu un arc-en-ciel, et je me demande... En ce début d'été en Haute-Loire, cet arc-en-ciel est-il un heureux présage? Si le Dieu des Hébreux désirait satisfaire aujourd'hui l'homme, et l'un d'entre eux en particulier, le penseur soucieux, il annoncerait par des signes intelligibles la prochaine relance économique de toutes les régions ravagées par les crues industrielles et financières. Il y a là, en effet, tant d'humains qui ont vu disparaître leur univers, celui dans lequel ils avaient conquis le droit de travailler et de vivre dignement, à l'horizon duquel aucun lendemain ne chante plus, que montrer sa puissance en leur redonnant un avenir eût été sans aucun doute une manifestation de la miséricorde du Très-Haut. Le grand économiste libéral australo-américain Joseph, tout ça part d'un arc-en-ciel. Le grand économiste libéral australo-américain Joseph Schumpeter pensait peut-être que les desseins bienfaisants de Yahweh empruntaient les rouages du capitalisme pour se manifester. Les fermetures d'usines et déstructurations d'emplois, accompagnant des restructurations industrielles inévitables et nécessaires, seraient le prix à payer pour voir se créer de nouvelles entreprises intégrant les acquis des innovations les plus récentes et dotées, tournons la page, d'un important potentiel de développement. Elle serait de la sorte une manifestation de la providence et une promesse de travail pour un très grand nombre de citoyens. Depuis son énonciation, la notion de destruction créatrice constitue l'un des concepts de base de la pensée libérale dans le champ de l'économie. De fait, l'histoire des 2 siècles passés a permis de l'illustrer par maints exemples, du passage de la locomotive à vapeur au TGV, des photographies argentiques aux images numériques, etc. Alors, selon cette analyse pleine d'optimisme, un futur brillant attend-il les populations privées de leur gagne-pain dans les Ardennes, en Moselle ou dans la Loire? Hélas, la notion de destruction créatrice, même si on l'accepte, s'est mondialisée. Elle aussi, comme les flux commerciaux et financiers. Et la création post-destructive se fait le plus souvent à des milliers de kilomètres des lieux de destruction. Si bien que pour une région ou un pays particulier, la destruction est en réalité destructrice. Disparition des entreprises, saccage du tissu social et effondrement des perspectives de rebond. La solution offerte par la mobilité des personnes, outre qu'elle précipite la désertification de zones entières du territoire, est déjà difficile au niveau national, très limitée au niveau européen, et impensable s'il s'agit de proposer aux Stéphanois d'apporter de la main-d'œuvre au développement de nouveaux sites de production en Asie. Et après, je continue, j'arrive au puits, et plus loin, j'écris « Accaparé par ces considérations, je quitte une fois de plus le bon chemin et me retrouve... » Non, on va aller plus loin. Voilà. J'arrive sur la cuvette du puits et je suis extraordinairement impressionné par la géographie, pour ceux d'entre vous qui connaissez le Puy-en-Velay, avec ses digues tout à fait extraordinaires, avec Saint-Michel-l'Étoile au sommet de l'un d'entre eux, c'est une géologie très stupéfiante. Alors je dis, si cet effort supplémentaire était le prix à payer pour attirer l'attention du Très-Haut sur les questions qui m'ont obnubilé, il serait bien léger. Je crains hélas que ce ne soit pas le cas, que l'arc-en-ciel du départ ne soit en définitive qu'un vulgaire phénomène météorologique provoqué par l'effort sans suite du soleil pour apporter un peu de chaleur et de lumière à des territoires transis dans la brume. Les phénomènes volcaniques, contrairement à l'économie libérale, n'opèrent pour leur part qu'à l'échelle locale, si bien qu'ils offrent un superbe exemple de destruction créatrice authentique, dont la région du Puy-en-Velay offre un saisissant exemple. La grande cité Vélave occupe un bassin d'effondrement datant du plissement alpin au tertiaire, remodelé il y a quelques millions d'années par des phénomènes volcaniques qui lui ont conféré son aspect tourmenté actuel. Je l'embrasse du regard avant de descendre dans la ville, depuis le bourrelet qui l'aborde. Le fond de l'ancienne cuvette s'est hérissé d'éminences plus ou moins coniques,
morilles basaltiques qui ont levé dans une marmite infernale et sur lesquelles se dresse maintenant la ville et certains de ses monuments. L'église Saint-Michel sur la commune d'Aiguille et la statue de Notre-Dame de France sur le rocher Corneille. Ces très singulières structures se sont formées, pense-t-on, à l'occasion d'éruptions volcaniques survenues en milieu aqueux. Le magma se serait infiltré par des fissures apparues dans le socle granitique ancien lors du soulèvement alpin et pyrénéen. Les digues, après stockage plus ou moins long dans des chambres à magma sous le manteau, sont arrivées en surface, mais sous l'eau auraient provoqué des explosions avec projection de poussières et blocs en fusion, qui retombaient presque sur place, se seraient agglomérés en colonnes basaltiques, les necks, etc., etc. Et donc, cet exemple est un très bel exemple de ce qu'est le cheminement de la pensée. Je me mets en route, je vois d'abord un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est promesse. J'ai décrit les territoires ravagés, les territoires des Gilets jaunes. J'ai presque annoncé le phénomène des Gilets jaunes dès 2013, quand j'ai parlé des territoires en sécession. Et j'ai expliqué beaucoup de leurs caractéristiques. S'il y a une nouvelle alliance entre Yahweh et le monde, est-ce que ce ne pourrait pas être une promesse d'amélioration de cette situation? Hélas, la destruction, contrairement à ce que disait Schumpeter, n'a pas été créatrice. Elle a été, à l'heure de la mondialisation, destructrice. Hélas, ça n'est pas comme la destruction volcanique, qui peut être localement créatrice. Voilà, c'est un exemple de ce qu'est la structuration et le cheminement de la pensée d'un marcheur. Et cela, figurez-vous, pendant des heures et des heures. Je regarde un peu quelle est l'heure, voilà. J'ai dit que je parlais 1 heure, donc j'ai commencé à 7h05, à 6h05, je m'arrêterai donc à 7h05. Maintenant, je vais évoquer, en reprenant quelques concepts que j'ai déjà avancés, certaines caractéristiques qui permettent également d'établir les points communs qu'il y a entre l'itinéraire d'un chercheur scientifique et le marcheur. Le premier, je l'ai dit, hein, c'est cette recherche de la beauté, de la liberté, la force de la pensée, tout ce qui la stimule, ça c'est tout à fait évident, et c'est la même chose pour les deux. Le point de rencontre, c'est que la pensée qui s'enrichit par la marche peut être une pensée du scientifique. Je vais en donner un exemple tout à l'heure, une de mes grandes intuitions philosophiques, je crois, qui m'est venue pendant la marche. Et puis, il y a d'autres éléments. Je vous ai dit que le vrai cheminot-marcheur avait un but, même si le chemin était rapidement son propre but, comme pour le chercheur. Mais lorsque le vrai marcheur, à un moment donné, voit à gauche du chemin qu'il doit emprunter, une sente singulière qui tourne autour d'un gros rocher aux formes bizarres, qui s'engage dans une faille, au-delà de laquelle il y a comme une luminosité, comme une profusion. Alors, si c'est un vrai scientifique, si c'est un vrai marcheur, il doit s'engager dans la sente. Il doit aller l'explorer. Et si ça s'avère en réalité plus prometteur, plus beau que l'atteinte du but qu'il s'est fixé, alors il doit modifier ce but initial qu'il s'est fixé. Dans la marche en montagne surtout, comme dans la recherche, il y a des moments qui sont très difficiles. Les obstacles, les précipices presque insondables, les barres rocheuses sont réellement des barrières qui empêchent d'aller. On ne comprend pas. On se retrouve derrière une énigme totalement insondable. Eh bien, et c'est vrai pour le chercheur comme pour le marcheur. Dans ces cas-là, en montagne, le moins incertain de tous les chemins, celui où on voit le plus loin, c'est le chemin de crête.
ne pas hésiter à s'élever et à aller sur le chemin de crête. Celui qui est étroit, celui qui est malaisé, mais qui permet de percevoir les horizons du plus loin, de percevoir les nuages, les tumultes qui arrivent. Lorsque je suis arrivé à Digne, après cette marche, ces efforts absolument considérables, je vous ai dit combien j'avais été heureux. Eh bien, vous le savez bien tous, je l'espère, ici. Quand dans sa vie, ça n'arrive pas souvent en réalité, hein, dans une vie de recherche, il y a beaucoup de choses qu'on fait que si on ne les avait pas faites, ça n'aurait pas été un bouleversement considérable pour l'humanité. Mais il arrive parfois, dans une vie, quelquefois, qu'on arrive à un résultat véritablement significatif. D'un seul coup, cela me rappelle ce moment où, avec une femme dont j'étais éperdument amoureux, je suis arrivé au sommet du mont Carlite, en bas duquel nous avions dormi dans les Pyrénées-Orientales, juste comme nous l'avions prévu au lever du soleil. Et brutalement, le soleil se levait entre les pitons de la crête espagnole, en face, et se mettait à allumer les lacs et les laquais innombrables de ce paysage lacustre entre le Carlite et Font-Romeu. Les uns plutôt argentés, dorés, bleus, azur, bleu foncé, suivant la profondeur, l'environnement, l'inclinaison des rayons du soleil. Le monde que l'on voyait était étrange et tout à fait nouveau. Tout s'éclairait, tout apparaissait différemment. Et alors là, je regardais la femme aimée, ses yeux, elle me regardait, nous nous aimions. Le chercheur, je regardais tous les collègues avec qui nous avons fait cela, car le travail est un travail d'équipe, et nous étions unis par une extraordinaire communion. On avait envie de chanter, on avait envie de danser, rien de plus important. On était dans ces moments-là les plus heureux des femmes et des hommes. Cette extase de la découverte d'un paysage nouveau, qu'il soit scientifique ou bien qu'il soit géographique, surtout si il se conjugue avec la passion amoureuse, sont des moments qui font les bonheurs d'une vie de femme et d'homme. Il n'y a bien évidemment à cela aucun doute. Et puis, puisque je vous ai dit que je vais vous donner un exemple plaisant de la richesse de la pensée en marchant, après que j'ai parlé de l'affiliation de mon arc-en-ciel à la situation économique et au volcanisme, il y avait une idée qui, moi, biologiste évolutionniste, m'obsédait depuis extrêmement longtemps, qui était la question de la pudeur en amour. Les humains sont les seuls animaux qui, lorsqu'ils s'ébattent amoureusement, le plus souvent s'isolent, font cela, on va dire, discrètement. Et pour un biologiste, les comportements sont des éléments de la vie. Et Dobzhansky, Théodosius Dobzhansky, un lituanien, je crois, d'origine et américain, grand évolutionniste, a formulé ce qui est l'énoncé indépassable pour un biologiste: rien dans les sciences du vivant n'a de signification si ce n'est un regard de l'évolution. Et par conséquent, la question posée quand je me demande quelle est l'origine de la pudeur en amour, c'est quelle est l'origine évolutionniste de la pudeur en amour. Et je vous jure, hein, pendant des décennies, ça m'a obsédé. Parce que la question sous-jacente m'a toujours intéressé, mais aussi parce que c'était un vrai dilemme scientifique. Et puis, une hypothèse, alors ça n'est qu'une hypothèse, parce que c'est bien difficile à prouver, mais assez vraisemblable, est venue en marchant, réellement.
comme une illumination, mais cette illumination, c'est très bien. L'idée géniale pour un scientifique, elle vient toujours sur un terrain qui a été préparé par tous les travaux antérieurs. Elle n'émerge jamais ex nihilo. C'est totalement impossible. Bien, voilà. Le sens évolutif, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Pour être humain, il y a deux conditions. La première, c'est d'avoir un génome humain. Évidemment, si ici, vous aviez, vous et moi, nous avions un génome simien, on aurait la riche discussion, le riche échange d'une assemblée de singes. C'est bien parce que vous êtes et je suis, nous sommes des humains que nous avons ce type de propos, de compréhension, etc. Mais ça ne suffit pas. J'ai écrit un livre pour le compter, pour l'expliquer, qui s'appelle « Être humain pleinement ». Les enfants sauvages le montrent. Quand un humain qui est biologiquement humain, qui a hérité de sa maman, de son papa, un génome humain, n'est pas élevé dans une famille humaine, malheureusement, il est affecté d'un retard mental irréversible. Pour que se développent les potentialités génétiques qui sont à la base du psychisme humain, du monde mental et des capacités du cerveau humain, il faut que les hommes arrivent à se développer, à s'humaniser l'un l'autre. Et cette réciprocité entre deux êtres implique pratiquement que celui qui m'est à ce point indispensable et auquel je suis à ce point indispensable, j'ai la capacité de penser à ses pensées, de penser à ce à quoi il pense. Pour qu'il y ait un échange extrêmement riche, il faut que des êtres qui s'humanisent l'un l'autre fassent des hypothèses sur les pensées de l'autre et tâchent de plus de l'influencer. En effet, vous voyez, il y a une dame devant moi, là, avec un foulard. Imaginons que nous soyons les premiers êtres humains. Je commence à accéder, madame, à mon humanité grâce à votre regard dans lequel je me plonge. Comme je ne suis moi que grâce à vous et à ce regard, j'espère que ce regard ne me sera pas trop défavorable. Car si ce regard me renvoie que vous pensez que je suis une merde, je vais être extrêmement malheureux. Et donc, je vais essayer de faire des hypothèses sur les pensées sous-jacentes à votre regard et je vais m'efforcer de les influencer. Et donc, nous pensons les uns les autres aux pensées des autres. Théorie de l'esprit. Mais là, en amour, ça change tout. Les bonobos n'ont pas une théorie de l'esprit aussi développée que nous. Ils ne sont pas totalement exclus, mais n'ont pas une théorie de l'esprit aussi développée que nous. Et donc, ils s'ébattent aussi joyeusement, et même par certains côtés beaucoup plus même, et plus intensément que nous. Et toutes les distractions et joyeusetés homo-hétérosexuelles, anales, vaginales, buccales, ils le font tout aussi bien que nous. Voilà. Mais eux, devant ou derrière le bonobo, indifféremment. Et nous, on se planque derrière le bonobo. Et la raison, c'est la théorie de l'esprit. C'est que, puisqu'on ne peut pas manquer, et c'est ce qui nous permet d'être humains, puisqu'on ne peut pas manquer de s'interroger sur les pensées de l'autre, eh bien, on s'interroge également sur les pensées de l'autre qui nous regarde nous ébattre. Et ça, c'est assez inquiétant. Et pour l'éviter, on se planque. Merci beaucoup. Chers collègues, quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de révélations scientifiques au cours de ce parcours. On est un petit peu... C'est la deuxième heure. Non, les révélations... J'ai fait une introduction à l'importance de la marche qui permettait d'être son propre but. Et dans toutes les promenades scientifiques,
dont cette conférence est l'introduction, que de découvertes vous allez faire. Ça aurait pu être le cas, mais je crois que c'est pas cela. Elle était à ce moment-là, avant l'accession aux antibiotiques antituberculeux, atteinte d'une tuberculose dont elle a fait une rechute ultérieurement. Elle venait de faire un abcès du poumon à l'accouchement d'Olivier, donc elle était extrêmement faible. Et lorsqu'elle a été mieux, elle était une grande adepte en réalité elle aussi de la marche. Elle adorait ça. Et donc je ne pense pas que de ce point de vue-là, il y ait un rapport. Sa maladie a quelque chose à voir avec ma vie de marcheur, parce que c'est la cause de ce que j'ai été élevé dans un très petit village. Lorsque vous marchiez, est-ce que vous saviez, au bout de 5, 10, 20 kilomètres, avant d'arriver à l'étape, est-ce que vous aviez certaines révélations, vous voyez quelque chose, ah ben c'est comme ça qu'il faut peut-être les voir, vous arrêtiez pour prendre des notes, ou vous attendiez la fin de l'étape au risque d'oublier un peu les détails? Je m'arrêtais, je n'écrivais pas du tout en cours de chemin, et puisque j'ai fait 2 livres, en tout cas des 2 randonnées. Alors, il y a 3 livres où je parle de la marche, sur les près de 30 livres que j'ai écrits, qui sont donc Pensées en chemin, Entre deux mers et Chemin. Donc Pensées en chemin, c'est l'itinéraire des Ardennes au Pays Basque, Entre deux mers de la Pointe du Raz à Menton, et Chemin de 3 ans à 73 ans. Donc une autobiographie à travers la marche. La manière dont je me suis remémoré les épisodes que je relate est différent. En 2013, c'était l'un des buts. Je voulais échanger à l'occasion de ma campagne électorale pour les législatives. J'étais devenu tout à fait familier avec les réseaux sociaux. Avant, j'en ignorais tout. Je ne savais même pas ce que c'était que Facebook, que Twitter, mais évidemment, on ne fait pas de campagne électorale sans ça, c'est tout à fait impossible. Et j'avais comme jeune membre de mon équipe de campagne des jeunes de Sciences Po qui m'ont rapidement déniaisé sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai voulu, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, tous les soirs, échanger des images et des pensées. Et donc, tous les soirs, sur mon blog, sur Facebook, et je renvoyais un lien sur Twitter, il y avait un texte et des images, des photos. Et par conséquent, naturellement, ces textes qui ont été lus par des dizaines de milliers de personnes tout au long de mon voyage ont été un élément fondamental pour écrire le livre, et cette relation est pratiquement écrite au jour le jour. En 2014, entre la Pointe du Raz et Menton, mon itinéraire a comporté un dénivelé cumulé de plus de 43 000 mètres. Et donc, c'était extrêmement difficile. Et j'arrivais dans un tel état, souvent le soir, en plus j'avais un an de plus quand même, que j'étais pas tellement ardent à me mettre pour 1 heure à 2 heures d'écriture sur ma mini-tablette. J'avais une mini-tablette. Et donc, mais je prenais des photos. Et là, ce que j'ai fait, et c'est un épisode justement très proche de ce que je vous ai dit sur la manière dont les perceptions arrivent à stimuler la pensée, c'est que j'ai revu toute la chronologie des 300 photos que j'ai prises au cours de ce parcours. Et immédiatement, cela a réveillé l'univers mental qui était imprimé. Pour le livre autobiographique, ça c'est une question très intéressante d'un point de vue littéraire, car cela a trait à la littérature de mémoire. Et ma référence, c'était
Patrick Modiano, en réalité, qui est le grand écrivain de la mémoire. Ce livre est une série de tableaux, de mémoires, mais cette mémoire est très singulière. Par exemple, je relate en détail mon premier contact avec la montagne alors que je n'ai pas tout à fait 7 ans, dans le Jura, avec mon père et ma mère qui ne sont pas encore séparés. Ils sont bien évidemment morts tous les deux. Je ne crois pas qu'il y avait d'appareil photo. De toute façon, j'ai plus de photos. Il n'y a plus de témoins. Et il n'y a de cet épisode que ce qui est inscrit dans ma mémoire, qui a pu être considérablement remanié par la vie et par l'interférence avec toutes les autres images mentales. Il n'y a bien évidemment pas d'étanchéité entre les images de mémoire. Si bien que la seule honnêteté que je puisse revendiquer, c'est que ce que je décris est ce qui est inscrit dans ma mémoire. Je ne peux absolument pas assurer que c'est ce qui s'est passé. Et dans la réalité, un écrivain de mémoire, quand il écrit de la sorte, il réécrit le passé au présent. Et le seul passé qui existe à partir de ce moment-là est ce qu'il en a écrit. Une autre question? Oui, bonsoir. Pour rebondir sur votre conclusion... Vous êtes où? Ah, voilà. Coucou. Donc pour rebondir sur votre conclusion, il y a un truc que je trouve amusant. Je pense que les humains comme les animaux ont clairement une conscience de soi, une conscience du groupe. Ils éprouvent la crainte. Il y a des marqueurs biologiques. Pour ça, il y a des marqueurs physiques. Mais quelque chose qui est moins clair chez les animaux, c'est est-ce qu'on aurait un marqueur biologique, trace d'un marqueur biologique, d'un marqueur physique de la honte? De la honte. Alors c'est compliqué ça, parce qu'il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Quand on voit son chien qui, la tête basse, s'en va la queue entre les jambes, par anthropomorphisme, on dirait volontiers il a honte. En réalité, il a peur de recevoir une torgnole. Il a sans doute pas honte du tout. Il sait qu'il est en faute et qu'en général, des fois, mais il a pas pu s'empêcher de faire la bêtise. Mais comme il n'est pas si con que ça, il sait que c'est une bêtise. Mais enfin, il n'a pas pu s'empêcher. Mais ça, les humains, ça nous arrive très, très souvent. En fait, quand on regarde les caractéristiques, alors il ne faut pas parler des humains et des animaux, il faut parler des animaux humains et des animaux non humains, puisque nous appartenons naturellement au règne animal. La différence entre les animaux humains et les animaux non humains ne peuvent pas se ramener à un trait particulier, sauf un peut-être. Et c'est un ensemble. Une caractéristique de l'humanité, c'est la capacité de se projeter dans l'avenir, de faire des projets et de se projeter dans l'avenir. Et nul autre que l'homme n'a une capacité aussi importante que celle-là. Mais il y a des animaux, on l'a montré, qui ont une certaine capacité à prévoir au moins un avenir proche et qui, des expériences tout à fait démonstratives le montrent. La théorie de l'esprit est développée à ce point que chez les humains. Mais là encore, on a quelques éléments pour penser qu'elle existe, peut-être même, c'est un article de Nature, je me le rappelle, il y a une dizaine d'années, dans des populations de poissons où quelque chose pourrait évoquer un élément de ce genre où tout se passait, c'est difficile à interpréter naturellement, comme si ces animaux étaient capables de prêter des attentions également à d'autres animaux, à d'autres poissons. Le langage est plus développé chez nous que chez n'importe quel animal, mais il y a sans doute un langage qui n'est pas monotone, etc., chez les cétacés, chez les dauphins. Et in fine, on arrive simplement à ce que l'humanité, c'est l'hyperdéveloppement de toute une série de capacités qui, ensemble, entraînent ce statut qui nous est particulier avec cette capacité d'évolutivité civilisationnelle, etc., etc., créant cette mobilité civilisationnelle que n'ont pas les animaux, bien entendu, les animaux non humains. Les traits les plus spécifiquement humains pour lesquels on ne connaît pas d'équivalence à coup sûr,
sont de deux ordres. C'est la responsabilité, le sentiment de responsabilité et l'épreuve de la beauté. Évidemment, Madame Pan trouve que la roue déployée du Pan est très belle. Et la preuve est que si elle l'a trouvée très belle, cette roue, elle accepte les hommages du Pan. Et cela est vrai chez tous les animaux, mais on sait très bien que ça n'est qu'un des signes utilisés par l'évolution afin d'approcher la valeur sexuelle du reproducteur. Et ça n'est nullement une émotion esthétique qui est déconnectée de la reproduction. Et en dehors de ces signaux-là, on n'a strictement aucun élément que des animaux non humains aient accès à l'émotion esthétique déconnectée de la reproduction. La première fois où on voit apparaître une indication claire du sentiment esthétique, c'est-à-dire d'une émotion agréable d'un humain à un spectacle, éventuellement à un artefact qu'il crée, c'est dans l'évolution des premiers outils humains qui se mettent à acquérir une perfection formelle que ne requiert pas l'usage auquel on les destine. Ce qui serait incompréhensible si on n'imaginait pas que les humains n'avaient pas également ressenti du plaisir à l'harmonie de ce qu'ils avaient façonné. Donc ça remonte, cela, dans ce cas, à il y a 1 800 000 ans. Enfin, la responsabilité, elle est fondamentale, car elle fait la différence entre l'humanité et la non-humanité. Lorsque les loups mangent les brebis, lorsque les crocodiles mangent les antilopes, on va pas les... On l'a fait dans un temps, mais on ne va pas les condamner devant un tribunal. Ils expriment leur nature, ils ne sont pas responsables réellement. Ils sont les auteurs, mais ils n'ont pas de responsabilité. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas tellement libres de ne pas le faire. La responsabilité vient du sentiment ou de l'illusion, peu importe d'ailleurs que ce soit un sentiment ou une illusion, du sentiment ou de l'illusion de la liberté. Et dès que l'on a acquis ce sentiment et cette illusion de la liberté, y est associé le sentiment que, puisque la manière dont on a agi a été un exercice de sa liberté, on aurait pu agir différemment. Et puisque l'on aurait pu agir différemment, alors on est responsable de ce que l'on a fait et de ses conséquences. Ça, cet ensemble, on n'a strictement aucune évidence qu'il existe chez les animaux non humains. Voilà. Une autre question? Je vais aller vite et juste. Comment vous dormiez la nuit, monsieur? Où vous dormiez la nuit? Dans une tente ou dans des chalets, dans des hôtels? Alors, ça dépend. Ça dépend beaucoup durant ma vie. J'ai dormi à la Belle Étoile. J'ai dormi sous la tente. Durant mes 2 traversées de 2013-2014, j'ai dormi le plus souvent dans des refuges ou dans des maisons d'hôtes. Tout simplement, je vais vous dire, c'est que lors de ma première traversée, j'allais tomber dans mes 69 ans et dans la deuxième, j'allais tomber dans mes 70 ans. Or, comme j'ai marché toute ma vie, j'adore la tente, mais comme d'abord, quand on a une tente, mes premières grandes randonnées en autonomie sur 8 jours, quand vous aviez la tente qui n'était pas aussi légère que maintenant, une semaine d'approvisionnement, une corde, un piolet, des crampons, les sacs qui pesaient 21 à 22 kilos. Et donc, je ne me voyais pas, effectivement, à mon âge tout de même un peu plus élevé, me balader avec un sac à 21 kilos, même à 18, 19 kilos. Donc, mon sac n'a pas dépassé 12 kilos. L'autre élément, c'est que c'est impossible de faire une randonnée au long cours s'il pleut tous les jours pendant un mois parce que vous finissez en champignonnière. C'est totalement impossible. Quand vous campez, il n'y a rien qui sèche jamais. C'est épouvantable. C'est impossible, totalement impossible. Pour que ça sèche, il faut qu'il fasse beau. Mais quand il fait jamais beau, c'est totalement impossible. Donc, de toute façon, ma randonnée se serait arrêtée. Puis, il y a une autre raison pour ce qui est des refuges, donc j'ai cherché les maisons d'hôtes, c'est que
Le refuge, jadis, c'était en dortoir. On arrive dans le dortoir avec l'odeur musquée des pieds et des chaussettes, l'harmonie joyeuse, des ronflements, pas toujours, je dois dire, synchrones, la file ininterrompue de garçons et de filles habillés variablement lorsque l'on se présente la nuit pour un besoin tout à fait naturel. J'ai connu et j'ai considéré avoir donné. Et donc j'ai préféré, de ce point de vue-là, pour ces 2 dernières croisières, un peu plus de confort. Oui, parce que pour ces 2 parcours-là, hein, oui, d'abord parce que une partie du plaisir de la randonnée, c'est la préparation. Quand vous la préparez, vous êtes déjà en route. Et quand vous écrivez, vous êtes encore en route. C'est extraordinaire. Et puis une autre raison, c'est que dans les buts des 2 randonnées de 2013 et de 2014, il y avait de rencontrer des gens. Or, quand vous êtes en race campagne, en réalité, vous êtes seul. Des gens, vous ne rencontrez pas du tout. Et donc, si vous voulez rencontrer des gens, il faut que les gens, ils sachent où vous êtes, où vous passez, là où ils peuvent venir vous voir. Donc, j'ai publié mon itinéraire. Alors, en 2013, j'ai suivi des chemins qui étaient des chemins de grand pèlerinage. Le chemin d'Assise, puis le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, c'était des chemins de randonnée. La deuxième année, non, il n'y avait pas de chemin. Donc, non, je savais d'où je partais, où j'arrivais. Je ne savais pas du tout par où je passerais. Et comme une grande partie de mon itinéraire, depuis la Haute-Loire, depuis le Massif central, depuis le Césalier, depuis même, on va dire, la Creuse, s'est passé en territoire montagneux. Quand il pleuvait, j'essayais de passer, quand il pleuvait ou quand il faisait pas beau, j'essayais de passer plutôt dans les adrets, parce qu'en adrets, il faisait plus chaud, il y avait un peu le soleil quand il y en avait. En revanche, comme la chaleur a crevé, je privilégiais le chemin en Ubac. Et donc, au départ, je ne savais pas par où j'allais passer. Mais je savais où je devais arriver. Oui, vous avez évoqué trois motivations du marcheur. Vous avez parlé de la liberté, vous avez parlé de la beauté, vous avez évoqué aussi la pensée. Par contre, vous ne parlez jamais en fait du plaisir de la rencontre en fait. Et alors ça m'amène, j'ai envie de vous poser une question que vous allez peut-être juger un peu indiscrète, mais quand on est un marcheur comme ça, en pleine forme, bien conservé, et puis disponible finalement, puisque vous marchez tout seul, est-ce que vous n'avez pas le plaisir de faire éventuellement de belles rencontres, peut-être même sentimentales, du genre il pleuvait fort sur la grande route, etc. Oh que si. Vous nous l'avez bien caché. Que si. D'ailleurs, dans Chemin, pour les gens qui... C'est pas très intéressant, mais puisque ça s'est passé en Chemin, aimeraient connaître des détails de ma vie amoureuse, comme ils se sont déroulés en chemin, vous saurez tout. Alors, je n'ai pas fait vraiment du rocher. J'ai fait de l'alpinisme, oui. J'ai fait de l'alpinisme avec le club alpin français. J'ai fait de l'alpinisme dans le massif du Mont Blanc, mais beaucoup plus de la randonnée alpiniste que de la paroi. Je ne suis pas un grimpeur. Mais j'ai fait du glacier, j'ai fait, oui. Alors, ça m'est arrivé durant ma vie, j'ai marché toute ma vie, ça ne m'est pas arrivé durant mes 2 dernières traversées, parce que, ayant publié mon parcours, j'avais donné un rendez-vous avec aux gens qui voulaient me voir, et j'ai marché 144 jours effectifs pour les 2 voyages, 2 fois 72 étapes, 144, et je n'ai pas posé un seul lapin.